messieurs, merci de rester avec nous. C'est un autre panel du forum. New World Forum, nous parlons de Covid-19 encore. Où en sommes-nous avec les recherches thérapeutiques, avec trois spécialistes au plateau. D'abord, docteur Silver Kevi. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est qu'un profane demande à un médecin comment il va, non? Oui. Vous êtes médecin de santé au travail et environnement, chef section de la médecine du travail et des sports. Vous préparez un doctorat en histoire économique et sociale, option histoire de la santé, et puis coordonnateur du plan stratégique sécurité et santé au travail pour le personnel de santé au Togo. Oui. Merci d'être avec nous. Nous avons l'honneur de recevoir aussi le professeur Didier Ekwevi. Didier Ekwevi qui était avec nous également la semaine dernière. Professeur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Médecin épidémiologiste et chef du département de santé publique à l'université de Lomé. Et notre troisième invité, il nous apporte de l'espoir, parce que son prénom, c'est ce que ça signifie. Docteur Lidao Baoué. Docteur Alain Baoué, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Exactement. D'accord. On va parler un peu de recherche thérapeutique dans le cadre de cette pandémie Covid-19. Je vais revenir à vous dans un instant. Mais j'ai quelques questions pour docteur Silver Kevi, qui a publié un article. C'est à la suite de cette publication que je l'ai contacté pour cette émission. Un article pour faire la relation entre la communication et les traitements dans le cadre de la gestion des pandémies. Autant dire qu'en matière de pandémie, au commencement, devrait être la communication, et c'est comme ça que je l'ai conclu. Parce que vous êtes parti dans votre analyse de l'épidémie de la variole de 1989, où il y avait un déficit communicationnel qui a occasionné beaucoup de morts. Et expliquez-nous comment ça s'est passé, docteur Kevi Silver. Merci, monsieur. Merci aux téléspectateurs. D'abord, il y a une situation qu'on doit expliquer. Le coronavirus, si on peut le dire ainsi, peut être considéré comme un danger, c'est-à-dire un danger biologique. Et donc, pour toute situation dangereuse, il faut pouvoir détecter les moyens de prévention. Et dans les moyens de prévention, la première chose, c'est d'abord pouvoir communiquer la situation dangereuse à la personne pour que la personne puisse comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir adhérer à ces mesures-là. Il s'est fait qu'en 1889, lorsque l'épidémie de variole s'était déclenchée dans les colonies, comme c'était autant du côté du Dahomey que du Togo allemand, les Allemands avaient mis un système en place. C'était de pouvoir faire la vaccination et de faire appliquer les mesures d'hygiène. Et donc, toutes ces mesures se sont imposées aux populations sans qu'ils aient une idée réelle de quoi il s'agissait. Parce que dans la représentation de la maladie, pour eux, toute maladie, dans la grande majorité, était d'origine divine. Et donc, dire qu'une maladie est là, qu'il faut juste pouvoir piquer ou donner certaines mesures dont ils n'étaient pas habitués, avait fait que les gens ont eu de la résistance à pouvoir adhérer à cela. Et donc, dans ce processus, cela a fait que les populations, au lieu d'adhérer, fuyaient. Et donc, il y avait des camps de confinement qui étaient mis pour pouvoir mettre de côté les personnes infectées, mais les gens fuyaient parce qu'ils ne comprenaient pas. Et ça aussi, ça a une relation avec la représentation de la maladie. Par exemple, la variole était considérée dans nos communautés, on l'appelle Anigmanou, et cette variole était considérée comme un dieu qui s'abattait sur les gens, et donc pour lequel il fallait faire un certain nombre d'actions. De rituels. Et dans ces rituels, on interdisait un certain nombre de choses. De ne pas piler la nuit, de ne pas siffler la nuit, de ne pas faire ceci et cela. Et quand vous analysez l'analyse que nous avons faite de la situation, en fait, c'est que
c'était des mesures, certes, traditionnelles, certes, mais c'est des mesures barrières qui étaient mises en place. C'est-à-dire que toutes ces mesures-là permettaient à ce que les gens ne puissent pas se réunir, ni pour pouvoir se réunir au clair de lune, ni pour pouvoir se mettre ensemble et autres. Et donc, le déficit de communication entre ce que le colonisateur, en ce moment, disait, ou ceux qui voulaient apporter une nouvelle médecine disaient, et la représentation que les personnes avaient fait que la maladie s'est propagée sans qu'on sente réellement les mesures qu'il fallait prendre en prenant en compte la représentation de la maladie chez la communauté chez laquelle on vient pouvoir faire ces mesures d'endiguement de la maladie. L'intérêt de votre recherche, c'est que ce qui s'est passé en 1989 semble se répéter en 2020, parce que les mêmes comportements semblent être repérés au sein de la population qui défie les gestes barrières qui sont préconisés par les médecins. Oui, ça pourrait être comme ça, parce que la même chose s'est passée aussi lors de l'épidémie d'Ebola. En fait, c'est aussi lié à la représentation. C'est-à-dire, il faut expliquer, il faut pouvoir expliquer. C'est vrai qu'on est dans l'urgence, c'est pour ça que pour pouvoir le faire, il faut pouvoir mettre en relation toutes les personnes qui ont un impact en tant que leader religieux et autres, parce que c'est important de prendre en compte les aspects liés à la représentation de la maladie. Si vous expliquez aux gens, par exemple, que Covid-19, c'est une maladie, certes, parce que c'est une maladie, certes, qui se propage et que ça a l'impression que ça ressemble peut-être à un anigmator ou anigmanum. C'est-à-dire que ce qui ressemble à ce que les gens ont vécu avant. Et même si tu poses encore la question aux gens, ils vont te dire que oui, voilà ce que nous avons vécu avant. Si on fait la relation entre les deux, que les gens comprennent que, attention, ça peut être c'est-à-dire que c'est une maladie, certes, que nous comprenons en tant que scientifiques, mais la représentation, si on arrive à expliquer cette représentation aux gens, les gens vont se comprendre que, attention, c'est une maladie. Et donc, par rapport à notre représentation de la maladie, nous pouvons comprendre que ça peut être en relation avec cette compréhension de la maladie qui est liée au fait que ça peut être, disons, à un courroux des dieux, etc., etc. Et quelles sont les mesures qu'il faut prendre en conséquence. Une dernière question, est-ce que c'est vraiment la représentation de la maladie qui pose problème ou même la représentation de la médecine occidentale? Parce que quand on prend l'épidémie de 1889, à l'époque, la médecine occidentale venait de s'implanter dans ces milieux-là, alors que les gens avaient une façon de se traiter. Est-ce que ce n'est pas cette forme de viol de leur système de santé qui a posé problème? Oui, en partie. C'est que dans notre recherche que nous avons faite, c'est qu'il n'y a jamais eu véritablement de rencontre entre le système de médecine qui était là avant, qui était là depuis des années, et le nouveau système de biomédecine qui était là, qui s'est installé sans prendre en compte ces aspects-là. C'est-à-dire que les gens ont une manière de se traiter avant que la biomédecine ne vienne. Et donc, dans certaines parties, ce qui a été fait, c'est de pouvoir prendre en compte les aspects liés à la sociologie de la santé, à l'anthropologie, c'est-à-dire la manière dont les gens vivent en communauté, qui sont des facteurs de propagation de la maladie qu'il faudra leur expliquer. Et donc ces éléments-là qui n'ont pas été pris en compte ont favorisé la propagation de la maladie. Et donc le travail aussi qu'il faudra faire, c'est de pouvoir travailler avec aussi des experts qui sont en sociologie de la santé et en anthropologie de la santé pour pouvoir voir comment est-ce que les gens conçoivent, comment est-ce que les gens se traitent et comment est-ce qu'il faut pouvoir intégrer les aspects de la biomédecine qui sont des aspects très salutaires à leur représentation afin qu'ils adhèrent totalement à la médecine moderne. Alors, je voudrais renvoyer donc la question aux deux autres spécialistes, professeur Ekovi. Ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est que ce que vous faites, vous vous coupez un peu de la réalité sociologique africaine. Parce que votre médecine occidentale, conventionnelle, est-ce qu'elle est comprise par la société dans laquelle vous exercez? Professeur Ekovi.
Merci beaucoup. Il faut juste rappeler que les choses ont beaucoup échangé entre 1789 et puis maintenant. On a un système de santé qui est organisé avec une structure qui est pyramidale. Et il y a d'abord le niveau primaire, le niveau secondaire et le niveau tertiaire. Il y a les campagnes de vaccination qui se font. Je rappelle par exemple au Togo, nous avons une couverture de 80% en termes de couverture vaccinale. Donc la médecine moderne est complètement rentrée dans les mœurs. Donc on ne peut pas comparer réellement pour moi les deux périodes, c'est-à-dire la période où il y a eu la variole et cette période. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la population va se traiter avec la médecine moderne et certains continuent avec la médecine traditionnelle. Donc pour moi, il n'y a pas de vraie séparation entre ces deux médecines. Ces deux médecines sont complémentaires. Voilà. Complémentaires, mais ce n'est pas ce qu'on entend souvent. Et ceux qui font la médecine conventionnelle, parfois traitent avec condescendance, ceux qui utilisent encore les tradithérapeutes, on va dire. Docteur Baoué, est-ce que vous comprenez ceux qui aujourd'hui ont des doutes sur la médecine conventionnelle et tentent de se retourner vers leur façon traditionnelle de se traiter encore? Oui, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, les choses ont évolué et les gens également doivent évoluer. C'est vrai qu'on a deux médecines qui sont complémentaires. Qui devraient être complémentaires ou qui sont complémentaires? Oui, qui sont complémentaires. Qui sont complémentaires ou bien qui devraient... au Togo, qui devraient être complémentaires parce que c'est vrai qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a une cellule qui s'occupe de la médecine traditionnelle. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas trop vu sur le plan national, mais il y a quand même un travail qui est fait à ce niveau. Si vous allez par exemple en Chine, il y a vraiment une complémentarité bien ancrée en Chine. Dans les hôpitaux conventionnels, vous allez voir qu'il y a également la part de la médecine traditionnelle qui est là, chinoise qui est là. Ce qui n'est pas encore le cas chez nous, donc on doit beaucoup travailler pour en arriver là. Mais ce qui est sûr, il y a un travail qui est fait, peut-être qui n'a pas encore vraiment évolué. Il faut également noter que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une complémentarité, ça c'est sûr. Il y a des choses en médecine traditionnelle qui marchent, mais il faut pouvoir vraiment les prouver. Qu'est-ce qu'il faut encore prouver? Moi, je donne l'exemple. Quand on était petit, on était au village. Dans le cadre des accouchements difficiles, par exemple, on faisait venir des tradithérapeutes qui ne faisaient pas césarienne, mais qui étaient capables en 2 secondes de faire sortir un bébé. Donc, pourquoi ne pas s'associer à ces gens aujourd'hui pour prendre un peu de leur connaissance, ce qui nous éviterait les coups de ciseaux, parfois qui se perdent dans le ventre? Oui, c'est ce que je dis. Il y a une collaboration qui est faite. Qui est naissante alors, hein? Bon, si on peut le dire ainsi, qui est naissante. Peut-être qu'il faut vraiment travailler dans ce sens-là pour que vraiment pour que les deux médecines soient vraiment complémentaires dans notre pays. Bon, vous parlez de la médecine traditionnelle, de la médecine conventionnelle, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre... où est-ce qu'il faut placer la médecine spirituelle? Parce qu'on dit tout ça, mais il y a des gens qui se font traiter par les esprits aussi, hein, docteur Kevin. Bon. Comme le professeur l'a dit, les choses ont évolué. C'est pour ça que dans notre analyse, on a fait une analyse disons, diachronique, c'est-à-dire que sur comment ça s'est passé et certains éléments qui sont restés un peu résiduels. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de la Santé, il y a une division chargée de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Mais elle a besoin d'être appuyée. Il y a aussi au niveau de la fac des sciences, par exemple, les études que le professeur Biassor a eu à effectuer avec d'autres du département de la botanique sur certains principes végétaux. Et donc, ce qu'il y a à faire actuellement, c'est de pouvoir mettre des équipes ensemble. Parce qu'ils ont fait un certain nombre de tests, parfois même qui sont exportés à l'extérieur. Et c'est souvent à l'extérieur qu'on arrive maintenant, après un certain nombre de recherches cliniques, à pouvoir les valider. Donc ce qu'il y a ici, c'est de pouvoir faire la part des choses et mettre en place des recherches où les deux équipes sont ensemble, comme ça a été fait au Sénégal, comme ça a été fait par exemple en Afrique du Sud.
Non, c'est pour ne pas... excuse-moi. C'est-à-dire que ça, c'est une démarche qui a été initiée au niveau de l'Université de Lomé. Le lundi dernier. Il y a eu un comité de riposte. Voilà, un comité de riposte. Le président de l'université a réuni tous les chercheurs de l'Université de Lomé, aussi de la médecine moderne, que ce soit les virologues, que ce soit les épidémiologistes, que ce soit l'équipe de maladies infectieuses, a fait venir aussi bien les tradithérapeutes, a fait venir également les spécialistes de la botanique pour voir comment, de façon collégiale, nous pourrons travailler ensemble. Donc ce processus est en cours. Peut-être que nous en parlerons un peu plus tard, mais il y a déjà cette démarche au niveau de l'Université de Lomé. L'idée ici, c'est de mettre en commun nos forces et en respectant les standards internationaux. C'est-à-dire, lorsque vous mettez un traitement à base de médecine traditionnelle, c'est d'accepter que ces médicaments puissent être évalués sur le plan purement biologique, virologique, pour dire qu'il y a un effet réel de ces traitements qui ont été administrés. Donc, on va se mettre ensemble, on va évaluer les différentes molécules qui sont disponibles. Pour moi, ça pose un problème. Est-ce qu'on peut faire cohabiter ces deux formes de médecine? Moi, je pense que l'un exclut l'autre. Pas forcément. Sur quels critères vous dites qu'une maladie a été guérie? C'est ça. C'est-à-dire que le Covid-19 et la guérison, c'est sur des critères cliniques et des critères biologiques. Tant qu'on n'aura pas ces éléments, on va rester toujours dans le doute. Donc, si quelqu'un pense qu'il a réellement des médicaments qui sont efficaces, on verra comment il faut l'essayer. Si vous prenez l'exemple de l'alpivirine, qui est le médicament du Bénin qu'on essaie d'utiliser au Burkina Faso, même s'il y a eu quelques tests en expérimentation. Ouais, sur le début, on nous a dit que ça marche, mais le Burkina a décidé de faire ce qu'on appelle un essai thérapeutique, en essayant d'évaluer l'efficacité et la tolérance en les comparant. Donc avec, bien entendu, les mesures de la charge virale. Docteur Baoui, avant de revenir à Docteur Kevi, de façon pratique, quand vous recevez un patient à traiter, est-ce que, en dehors de ce que vous avez appris en médecine, est-ce que vous vous dites, vous vous donnez d'autres raisons, autres que scientifiques? Est-ce que vous vous dites que quelque part, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des esprits derrière? Est-ce qu'il faut utiliser des plantes? Ou uniquement, dans votre entendement, il n'y a que le raisonnement logique? Oui, nous sommes dans un monde où cette réflexion n'est pas exclue. Mais en tant que médecin, en tant que scientifique, lorsqu'on est en face d'un patient, il faut donner ce qu'on peut pour le sauver. On fait tout ce qu'on peut pour le sauver. Et bon, lorsqu'on aura tout essayé, on peut émettre cette hypothèse d'une force occulte quelque part qui agirait sur cette personne-là. Donc il n'y a pas de conflit entre la médecine traditionnelle et la conventionnelle? Non. Là, on n'est pas dans la médecine traditionnelle. Hein. Vous avez parlé de la médecine occulte. Oui. Mais conflit entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle, comme je dis, au Togo, les choses ne sont pas bien ancrées, bien dessinées. Et c'est vrai que sur le terrain, il y a toujours des conflits, hein, parce que le tradithérapeute administre des médicaments sans aucune expérimentation préalable. Et donc, le médecin à l'hôpital se retrouve avec les complications à gérer. Donc, pourquoi ne pas gérer les complications qu'il crée, et c'est nous qui devons gérer les complications. C'est là que généralement, c'est la situation, c'est quand l'un échoue qu'on a recours à l'autre. Mais il faudrait que, quand ça commence, les deux parties soient informées que, voilà, je vais mettre telle chose, et puis voilà. Et donc, on se retrouve avec des complications, et c'est nous qui devons gérer ces complications. Quelquefois, ça ne se passe pas bien. Et donc, c'est vrai que ces médicaments sont efficaces, mais quand un médicament doit donner beaucoup d'effets indésirables qu'il ne guérisse, il ne doit pas être utilisé. Donc, c'est ce qui manque en médecine traditionnelle. Okay. Alors, je reviens maintenant à Dr Kevi. Est-ce que les mêmes erreurs constatées en 89 se sont répétées dans le cadre de la gestion du Covid-19? Oui, on peut... pas qu'on peut le dire, hein. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, lorsqu'il y a eu l'épidémie à Ebola, le manque de communication, c'est toujours ça, hein, a fait que
les patients ou les gens qui étaient malades allaient chez la guérisseuse. Et c'est là-bas, chez la guérisseuse, que les gens ont encore fait la propagation de la maladie, du virus. C'est pour ça que dès le départ, comme on l'a dit, il faut vraiment beaucoup de communication. Beaucoup de communication pour pouvoir expliquer, disons, à ceux qui, parce que comme c'est des deux côtés, à ceux qui peuvent donner des soins, un certain nombre de soins. Parce que quand vous parlez par exemple de médecine spirituelle, c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises pour pouvoir se faire prier dessus. Et disons même que les problèmes qu'il y a eu par exemple en Corée du Sud par rapport à la propagation, c'est cette erreur-là qui a été faite. C'est-à-dire que le pasteur qui a rassemblé plein de monde pour dire qu'il va prier sur eux pour pouvoir faire partie de Covid-19, en fait, a mis tout ce monde-là ensemble et en fait a fait la propagation. Et donc, l'essentiel ici, c'est vraiment beaucoup de communication pour expliquer aux gens et par rapport à leur représentation, parce qu'il y a les maladies qui peuvent donner du ressort de spirituel, parce qu'on n'a pas d'explication par rapport à ça, mais il y a des maladies qui sont du ressort physique. Et donc, même dans l'ancienne considération de la médecine, chez les éveils, il y a les maladies, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, quand vous coupez, ce n'est pas en allant chez le spiritualiste qu'on va vous... Quand vous cassez, on sait que ce n'est pas ça. Mais on sait que souvent, à notre niveau, c'était surtout les maladies d'ordre psychiatrique qu'on ne comprenait pas et qu'on balançait surtout sur ce côté-là de spirituel. Et si on prend une maladie ou une maladie qui est d'origine virale, qui est quelque chose qui, sur le plan objectif, on peut pouvoir le détecter, comme on l'a vu par rapport à coronavirus, il faut pouvoir expliquer encore et expliquer par tous les moyens possibles à la population, aux personnes auxquelles les gens peuvent avoir recours, parce que quand on est dans une situation où on est en situation de danger, on va dans tous les sens. Et ce déficit de communication, est-ce qu'il est quantitatif ou qualitatif ? Le déficit de communication, on peut le dire qu'elle est qualitatif. Quantitatif, vous voyez, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent. Ouais. Voilà. Sur le côté qualité, c'est de pouvoir continuer par expliquer aux gens dans leur langue. Parce que j'ai vu beaucoup de... comment on appelle, beaucoup d'initiatives sur les réseaux sociaux où les gens parlent la musique, où les gens parlent... C'est-à-dire qu'il faut... Dans leur langue et dans leur représentation. Dans leur langue et dans leur représentation. Parce que quand on arrive à comprendre de quoi il s'agit, on saura que les mesures que l'autorité sanitaire met en marche, les mesures que le gouvernement met en marche pour pouvoir faire barrière. Parce que quand on parle de la prise en charge d'une maladie, si je reviens un peu par rapport à l'aspect lié à la santé au travail, il y a ce qui est la prévention primaire, c'est-à-dire que comment agir sur le milieu. Et donc, dans cet agissement sur le milieu ou sur les personnes, qu'on fait les mesures barrières et autres pour que la maladie ne se propage pas. C'est encore dans cet aspect-là qu'on prend l'aspect promotionnel de communication qui, en fait, permet à la population à 90%, parce que beaucoup de nos maladies sont liées au comportement, à 90% de pouvoir agir dessus. Et que maintenant, dans un second temps, qui est la prévention primaire, où il faut s'occuper de la personne, là, c'est là où on met les thérapeutiques. Or, ici, le challenge véritablement, c'est qu'il faut qu'on puisse travailler véritablement pour aller beaucoup plus vers une médecine préventive. Et cette médecine préventive, c'est la santé publique et autres. Et dans cette médecine préventive, il y a une grande part à mettre au niveau de la communication et surtout au niveau de la représentation de la maladie et pouvoir faire la jonction entre ce que la population pense de la maladie et ce qui est fait véritablement pour qu'il y ait une meilleure compréhension et pour qu'on puisse mieux prendre et mieux endiguer cette pandémie qu'est le Covid-19. Ouais, tout à l'heure, je vous demanderai un exercice d'expliquer à mon fils ce que c'est que le Covid-19 dans sa représentation. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais dans le cadre de la gestion du Covid-19, vous médecins, vous spécialistes, vous êtes souvent mis en avant
mais dans votre langage. Est-ce que vous êtes compris dans ce que vous dites? Est-ce que vous tentez d'expliquer aux gens, dans leurs représentants, ce que c'est que le Covid-19 et comment ils doivent se comporter? Quand vous parlez aux étudiants en médecine, ils comprendront, mais quand aux citoyens lambda, est-ce que vous pensez que votre communication est bien reçue? Oui, Docteur Baoui. Oui, je pense qu'on essaie quand même de ramener la discussion, le débat au niveau de compréhension de tout le monde. Et ça, c'est vrai que, bon, au début, on a employé des termes beaucoup plus scientifiques, mais avec le temps, on essaie d'expliquer c'est quoi le Covid-19, c'est quoi le coronavirus. Et je pense que, bon, c'est vrai que je ne suis pas sûr, je ne dirais pas que tout le monde comprend aujourd'hui c'est quoi le Covid-19, mais dans les mesures, dans les discussions de sensibilisation, je pense qu'on essaie quand même de ramener la compréhension. Hein. Il y a eu beaucoup de sensibilisation en langue locale aussi. Oui, dans les langues locales également, il y a beaucoup de sensibilisation et je pense qu'il y a également une explication qui est vraiment donnée pour que la population soit vraiment comprenne exactement c'est quoi le Covid-19 ou bien le coronavirus. Mais le danger aussi, quand on envoie des non-spécialistes, c'est de temps en temps, ils peuvent déverser des contre-vérités qui peuvent nuire à la campagne de communication, professeur Ekoyi. La communication, c'est un processus qui est un peu dynamique. C'est vrai que les spécialistes passent sur les plateaux, mais on ne gagne pas la guerre d'une épidémie sans la communauté. C'est-à-dire que c'est la communauté qui est au cœur de l'épidémie. Donc ce que nous avons fait au début, c'est de sensibiliser. Et normalement, il devait y avoir un relais de cette communication par les leaders de quartier, les leaders religieux, et par toutes les personnes, les influenceurs, etc. Quel que soit le message qu'on passe, pourquoi nous passons depuis un mois sur les plateaux télé, c'est qu'il faut continuer à informer, à sensibiliser. Et c'est petit à petit qu'on demande aux gens de changer de comportement. Et ce changement de comportement est un processus qui est dynamique. Moi, je suis persuadé que la communication, elle passe. Aussi bien, peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment médiatisé, mais il y a un travail formidable qui est fait par les DPS, qui sont les directeurs préfectoraux des districts, qui sont les directeurs régionaux, qui travaillent, qui sensibilisent la communauté, qui demandent l'aide des leaders, qui demandent l'aide des chefs traditionnels. Et donc, c'est ensemble, hein, c'est ensemble. Chacun joue sa partition dans ce processus et nous devons continuer à sensibiliser. Le corps médical inquiet au front, au four et au moulin, soutenu parfois par des initiatives. Il y a une solidarité qui s'organise pour leur venir au secours. Et en milieu de semaine, l'association des médecins du Togo a fait don au centre hospitalier régional, là où sont confinés les malades du Covid-19. Voici ce reportage réalisé par Helmut Pinto. Ils sont les premiers au front face à cette nouvelle pandémie du coronavirus et les premiers également à s'organiser pour porter main forte à cette riposte nationale menée par le gouvernement togolais. Réunis en association, les médecins font un don composé principalement d'eau minérale au centre hospitalier régional de Lomé commune où sont confinés tous les malades atteints du nouveau coronavirus au Togo. Nous avons envoyé des boissons, de l'eau et quelques canettes pour nos collègues qui sont au niveau du centre de prise en charge du coronavirus et également pour les malades. Nous avons jugé très urgent d'apporter rapidement cette action-là pour soulager ou accompagner le gouvernement qui fait déjà beaucoup. Naturellement, le personnel soignant se montre très reconnaissant face à ce geste de l'Association des médecins du Togo et lance un appel à d'autres bonnes volontés. Ce don qui va servir principalement à nos compatriotes qui sont avec nous ici et au personnel chargé de leur prise en charge. Vraiment, ça donne un sentiment de satisfaction. Je profite donc de l'occasion pour solliciter nos compatriotes, les bonnes volontés, pour emboîter le pas de l'Association des médecins du Togo. Il y a une dizaine de jours, le Togo a annoncé des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus et renforcé la surveillance des mesures individuelles et collectives de prévention et de protection. Le compte à ce jour dans le pays est de 36 cas de Covid-19 officiellement déclarés, dont 10 guéris et 2 décès. Oui.
Retour à notre plateau, donc avec nos invités. Je rappelle que dans un instant, les téléspectateurs peuvent participer en direct à cette émission en posant des questions sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et nos comptes Twitter. Nous pourrons, même il y a une question d'ailleurs qui comment l'appelle-t-on, rejoint notre discussion. Est-ce qu'on peut la voir tout de suite? La réalisation 90 74 34 30 90 74 34 30 nous demande salut à tous les invités. Je pense à mon humble avis que la médecine occulte et traditionnelle n'a pas assez de moyens pour faire des recherches dans le sens d'un médicament pour le Covid-19. Les grands moyens sont affectés à la recherche en médecine moderne. C'est ce que nous dit un téléspectateur. On va lui répondre peut-être d'un moment à l'autre. On va passer la parole à Dr Kevin Silver. Alors, le Covid-19, dans les représentations des sociétés traditionnelles du Togo et d'Afrique, qu'est-ce que c'est? Si on vous demandait de faire cet exercice, ça ressemblerait à quoi? Bien. Si par exemple, quand on parle d'un danger, c'est-à-dire qu'une situation dangereuse, c'est une situation qui est capable de pouvoir atteindre à la santé de la personne ou qui peut lui donner la mort. Et donc, dans cette représentation, dans nos communautés, il y a des situations où, par exemple, des maladies, c'est-à-dire que la maladie qui vient et qui va faire qu'il y aura plusieurs personnes qui vont mourir. Et souvent, quand toutes ces personnes meurent, on dit que c'est lié au courroux des dieux. Et donc, dès qu'on dit que c'est lié au courroux des dieux, il faut prendre des mesures appropriées pour pouvoir limiter ce courroux des dieux. Quand nous le remettons, c'est-à-dire que ce courroux des dieux dont nous parlons, c'est parce que on n'a pas pris l'aspect objectif de la recherche pour pouvoir détecter que ce courroux des dieux dont on parle, c'est lié à un élément qui est invisible. Et donc, du moment où on commence par dire aux gens que oui, coronavirus peut être comparé à un courroux des dieux, mais c'est qu'aujourd'hui, les recherches scientifiques, parce que ces recherches-là ne sont pas faites par des personnes différentes de vos enfants. C'est des personnes qui sont dans vos communautés, que vous avez envoyées à l'école et qui ont fait des recherches et qui ont vu aujourd'hui qu'il y a certes des aspects qui peuvent être liés au côté spirituel, mais il y a ces aspects-là qu'on peut comparer au courroux des dieux, mais qui sont en réalité une maladie qu'on peut éviter. Courroux de quel dieu? Est-ce qu'il y a un dieu transversal pour le Togo, par exemple? À quel dieu peut-on attribuer ce genre de courroux pour des populations qui adorent différentes formes de... En fait, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire que c'est la manière de le nommer. C'est-à-dire que pour beaucoup de monde, c'est la manière de le nommer qui est différente. Mais nous tous, on sait que lorsque quelque chose arrive, c'est-à-dire que c'est d'abord à notre propre niveau qu'on cherche à pouvoir contrer la chose. Et donc, il n'y a pas véritablement à se dire que c'est tel Dieu ou tel autre. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous prenez toutes les représentations religieuses, les gens peuvent vous dire que c'est parce que nous avons fait quelque chose de mauvais et que ceci est en train de nous arriver, ainsi de suite. Si on arrive à pouvoir se dire que cette représentation, de se dire que c'est parce que nous avons fait quelque chose de mauvais que Dieu est en train de nous prier, et qu'on se dit qu'en fait, en réalité,
ce que nous avons, c'est quelque chose de palpable. C'est-à-dire que, de la même manière que lorsque vous mangez un mauvais gâteau, vous pouvez avoir mal au ventre. De la même manière, lorsque vous faites des actions qui font que vous êtes atteint par Covid-19, vous allez tomber malade. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir se dire que tout n'est pas nécessairement lié au courroux des dieux et que c'est lié aussi en partie à notre comportement. Jusque-là, nous sommes dans des hypothèses. Les collègues vont parler tout à l'heure. Mais concrètement, pour le Covid-19, il est d'ailleurs temps de lui trouver un autre hôpital, à mon avis. Pour ce Covid-19, qu'est-ce que les populations ont fait? Non, pour ce Covid-19, quand vous écoutez beaucoup de gens, pour les gens, c'est que les gens ont transgressé beaucoup de choses, ils ont transgressé beaucoup de lois. Et par exemple, quand vous allez, j'ai eu à voir un certain nombre de vidéos qui venaient du Ghana où les gens sont allés faire des libations pour pouvoir faire partir, cet esprit qui est venu, parce qu'ils font la comparaison entre l'esprit Covid-19, si on peut le dire entre guillemets, comme ceci, et leurs représentants qu'ils avaient de certaines maladies avant qui décimaient beaucoup de gens. C'est-à-dire que la difficulté actuelle, c'est de pouvoir faire intégrer cette conception qui est ancrée en nous, dans les communautés africaines, c'est ancré en nous, que beaucoup de choses qui se passent, ce n'est pas physique et que c'est spirituel. Donc il faut pouvoir expliquer, et on explique aux gens qu'il y a des aspects qui ne sont pas nécessairement liés au côté spirituel, mais qui sont des aspects physiques, palpables. Et que, avec ça, voilà les mesures qu'on peut mettre en place pour pouvoir limiter la propagation. Et les mesures qui sont mises en place, c'est les mesures barrières. C'est-à-dire de ne pas rester en communauté. Parce que, en fait, la grande spécificité de l'Africain, de manière globale, c'est la vie en communauté. Or, avec la vie en communauté, nous sommes souvent en contact. Or, la capacité du virus, c'est de pouvoir se propager lors des contacts. Et donc, de pouvoir dire que, pour un temps, il faut pouvoir, par rapport à ce que les gens vont dire, par rapport à la représentation des dieux, comme on peut le dire, parce que c'est ce qui se passait dans le temps. Parce que c'est pourquoi je disais, en analysant sur le plan sociologique et anthropologique, ce dont j'ai parlé par rapport à l'histoire, c'est que les gens avaient une représentation et ils agissaient d'une certaine manière. Et donc, il faut juste essayer de calquer un peu Covid-19 sur cette représentation pour dire aux gens Covid-19 pouvait être comparé à un Anigmator, à un Anigbanou plutôt. Et par rapport à ça, on demandait aux gens de rester à la maison, de ne pas faire ceci, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Et donc, quand on représente la même chose aux gens, c'est pour dire aux gens qu'en réalité, il faut pouvoir respecter les mesures comme si c'était un Anigbanou. C'est comme ce que nous disent ces téléspectateurs. La représentation de la maladie de Covid-19 n'est pas assez claire dans nos communautés de base, en ce sens que d'aucuns l'assimilent à une malédiction de Dieu face à la perversion du monde. C'est ça. Alors, professeur Ekwe, scientifiquement, comment explique-t-on l'éruption des pandémies? D'accord. Et les pandémies, pour parler d'abord de pandémie, c'est qu'on doit d'abord avoir une épidémie. D'accord. Donc l'épidémie en général est définie comme étant une augmentation du nombre de cas observés par rapport à ce qui est attendu en général. Donc c'est quand on a une épidémie qui se propage sur plusieurs continents, plusieurs pays, qu'on parlera de pandémie. Il y a, de façon résumée, il y a 3 facteurs qui peuvent expliquer la survenue d'une pandémie. Le premier facteur, c'est le virus même, ou bien le germe. C'est son mode de transmission, c'est sa virulence qui peut expliquer cela. Le deuxième facteur, c'est l'homme, c'est le comportement de l'homme. Il y a par exemple la promiscuité, il y a la pauvreté, il y a le fait d'être proche des animaux, de consommer de la viande non crue, et il y a aussi la propriété, il y a la couverture vaccinale, etc.
Et le troisième facteur, c'est notre système de santé. On a dans tous les pays ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique pour détecter dès qu'il y a des cas de réagir. On dit early detection, early action, une détection rapide, une réponse rapide. Si vous avez un bon système de surveillance, lorsque vous avez un événement qui arrive et qu'on a vu qu'il y a beaucoup de cas, on pourrait alors réagir et faire une réponse adaptée. Voilà un peu résumé les trois facteurs qui expliquent. D'abord, le facteur qui est lié au germe. Deuxièmement, le facteur qui est lié à l'homme. Et troisième, c'est le facteur qui est lié à notre système de santé. Oui, mais pour les facteurs liés à l'homme, est-ce qu'on peut évoquer aussi la perturbation de notre système immunitaire? Est-ce que les hommes sont aussi robustes qu'avant? Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre dans ce sens-là? Bon, dans le cadre du Covid-19, on commence par connaître maintenant l'histoire naturelle de la maladie. Et il semblerait qu'il y a des facteurs génétiques et la réponse immunitaire qui peuvent jouer. Parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la maladie. Vous avez certaines personnes qui ont la maladie et qui vont faire des formes asymptomatiques. Ils n'ont aucune manifestation clinique. Après, vous avez certaines personnes qui ont la maladie, qui n'ont pas de forme clinique, qui vont bien, et au bout de 10 jours, spontanément, vont présenter des formes de détresse respiratoire. Et c'est ce qu'on dit que la maladie va évoluer en 2 phases. Et puis, vous avez une troisième catégorie de personnes qui vont arriver avec des formes mineures, et une quatrième qui vont arriver d'emblée avec un tableau de détresse respiratoire. Et tout ceci, on ne le comprend pas encore très très bien. Il y a probablement la réponse immunitaire, il y a très probablement des facteurs génétiques, mais il faudrait aussi les démontrer. Docteur Baoué, c'est quoi un virus? Alors, un virus, c'est un être vivant. Il est vivant, hein? Oui, c'est un être vivant. Ou bien, si vous voulez, un virus, c'est également un agent pathogène qui fait partie du grand groupe des agents pathogènes. Quand on parle d'agents pathogènes, ce sont tous les germes, si on veut dire microbes en général, qui sont cause de maladies infectieuses notamment. Donc nous avons les bactéries, les virus, les parasites et les champignons. Donc le virus fait partie du groupe des agents pathogènes. Oui, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un virus et une bactérie? Bon, là on va parler dans... la différence entre... Je ne sais pas si les téléspectateurs vont comprendre. Oui, mais parce qu'il est dit souvent que les virus sont plus virulents. C'est de là même que vient le terme. Non, pas forcément. Même les bactéries également sont virulentes. Ah bon? Oui. Tout à l'heure, dans les facteurs que le professeur a évoqués, il a parlé de la virulence du germe. Donc, un germe peut être virulent qu'un autre germe. Ou bien, lorsqu'un germe a plusieurs types ou sous-types, il y a des sous-types qui sont plus dangereux que d'autres. Et pourquoi les virus, généralement, semblent être difficilement plus maîtrisables que les autres? Très bien, ça c'est une bonne question. Aujourd'hui, quand on voit un peu les épidémies qui se passent dans le monde aujourd'hui, c'est les virus qui sont en cause. D'accord? Au départ, on a connu une grande épidémie de choléra dans le temps, dans les années... Dans les années 20. Oui. Et aujourd'hui, on a connu également la peste qui était au départ assimilée à une malédiction, mais après on s'est rendu compte que c'est une bactérie. Mais aujourd'hui, l'ensemble des épidémies qui se passent dans le monde, c'est plus les virus. Alors aujourd'hui, le problème que nous avons avec les virus, c'est que le virus, c'est un problème de réservoir. Le réservoir des virus n'est pas encore bien maîtrisé. C'est quoi le réservoir? C'est-à-dire l'endroit où se trouve le virus est... Dans le corps? Non, pas forcément dans le corps. L'endroit où il se trouve va, à la faveur d'une situation, va contaminer l'humain. Et donc, parmi les réservoirs des agents pathogènes, nous avons le milieu, l'environnement, le milieu extérieur. Donc, tout ce qu'il y a dans notre milieu extérieur est un réservoir. L'homme également est un réservoir pour... certains germes. L'eau ou bien les animaux également sont des réservoirs. Donc, les virus, on n'a pas exactement une idée claire sur les réservoirs des virus. Et c'est ce qui est aujourd'hui le problème. Et maintenant, dans la majorité des cas, la plupart de ces virus qui sont aujourd'hui des problèmes de santé publique, ces virus proviennent
dans plus de 60% des animaux. Et donc, on n'a pas encore cerné l'ensemble des animaux qui sont les réservoirs de ces virus-là. Et donc, c'est le contact de l'homme avec ces animaux qui va favoriser la contamination, et à partir de l'homme qui est contaminé, la contamination interhumaine. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Que ce soit avec Ebola, que ce soit avec le Covid-19, les animaux sont en cause. On a parlé de, comment on dit, singes, même le sida d'ailleurs. Hein. Oui. On a parlé de singes, chauves-souris, pangolins, etc., etc. Alors, on commence par avoir des pistes sérieuses, professeur Ekwevi. Ce qui concerne les réservoirs en question. Globalement, pour les coronavirus, on dit que c'est les réservoirs. Le réservoir, ce sont des coronavirus, ce sont les chauves-souris. C'est ce qu'on nous dit. D'accord. Après, on a les réservoirs. Après, on a des autres intermédiaires, tels que le chimpanzé pour tout ce qui est maladie à virus Ebola, tels que la civette et tels que le pangolin. Mais tout ça, on n'est pas encore sûr. Hein. À 100%, ce sont des hypothèses. On n'est pas encore sûr. Lorsque vous avez une épidémie comme ça, la recherche continue et c'est vraiment à la fin de l'épidémie qu'on pourra vraiment bien décrire quel est l'autre intermédiaire qui a entraîné cette maladie. Et donc, on a besoin de savoir. La question même qu'on se pose, par exemple, aujourd'hui, le Covid, le virus qui est au Togo, il vient d'où? Est-ce qu'il vient de la Chine? Est-ce qu'il est d'abord passé par l'Europe avant de venir en Chine? Il y a beaucoup de questions comme ça. Et là, on va faire des analyses qui sont un peu compliquées, qu'on appelle des analyses phylogénétiques, pour savoir exactement la circulation du virus. Est-ce qu'en temps le virus a muté? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a changé un peu de forme pour pouvoir arriver? Voilà un peu ce qui se passe. D'accord. Il y a d'autres questions à propos à vous poser. Si finalement ça vaut la peine, hein, si les animaux constituent finalement les réservoirs importants de ces virus, si ça vaut la peine de continuer à consommer ces animaux, vous allez répondre à ces questions. Mais là, juste une pause pour une nouvelle édition du journal. Et juste après, n'oubliez pas, les téléspectateurs pourront aussi participer en direct à cette émission en posant des questions sur nos réseaux sociaux. À tout de suite.